Alors on se retrouve pour une vidéo spéciale lore sur le nouveau codex Adeptus Custodes. Et pourquoi spécial lore? Parce que je trouve que c'est le codex qui se rapproche le plus de la vie politique de l'Imperium et qui nous en apprend le plus en fait sur ce qui peut se passer en interne. Parce que quand on a un codex Adeptus Astartes ou alors Astra Militarum, on est plus sur un côté combat, alors que là vraiment il y a une notion de comment fonctionnent en fait les rouages de l'Imperium en interne avec vraiment le plus proche de l'empereur. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale 100% lore. Alors comment ça va s'articuler? Tout simplement, eh bien on va feuilleter le codex ensemble et puis moi j'ai des petites notes donc je vais rebondir dessus. Déjà je peux vous lire en fait ce premier passage, on va zapper le début, mais ce sont les meilleurs guerriers de l'Imperium, modelés physiquement et mentalement dans un but que seul l'empereur peut pleinement appréhender. Ils forment une élite de l'élite. La force et la volonté sont invincibles. Chacun est un guerrier indépendant et une armée à lui tout seul. Ça on reviendra dessus, mais c'est un passage qui est assez important, c'est justement l'indépendance et la personnalisation de chacun des custodes, et franchement ça va parfaitement avec une armée d'élite. Moi je me rappelle les Space Marines de films d'action à l'époque, il y a de ça une bonne dizaine d'années, ça m'avait parlé parce qu'on pouvait vraiment identifier chacun des personnages, et c'est ce vers quoi eh bien, nous emmène le codex Custodes. Alors, quasiment engoncé dans des armures en auramite quasiment impénétrables, c'est avec des armes forgées à la main, que, bon, un petit peu comme tout le temps, que les custodiennes abattent tous ceux qui menacent l'empereur. Pendant 10 000 ans, ils ont opéré en secret, plus maintenant. Désormais, ils parcourent les étoiles en nombre jamais vues depuis des millénaires. Malheur à ceux qui s'en prennent à eux. Donc on a vraiment l'élite de l'élite, hein, ça je l'ai déjà dit, mais là on est encore vraiment au-delà. Ce qu'on va faire aussi, c'est s'arrêter un peu sur les illustrations. Ça pour moi, elle est iconique parce que c'est une des premières illustrations qui m'a mis dans l'univers de Warhammer 40 000, là aussi. Donc on imagine un peu cette zone voilà, qui mène, alors on imagine hein, vers la porte d'éternité. Je sais pas si c'est exactement ça ou pas, mais en tout cas peut-être qu'on a déjà franchi la porte d'éternité et que tout en haut siège l'empereur en fait, avec le trône d'or peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas on imagine que c'est un passage extrêmement bien gardé, parce qu'il y a même en fait des machines titanesques à l'intérieur. Ça aussi c'est quelque chose qui m'a vraiment plongé dans l'univers de Warhammer 40 000, c'est le côté vraiment gigantesque avec ces machines comme ça, un petit peu à la Matrix hein, sur ce côté là. Je trouve ça vraiment sympathique. Et puis du coup on avait ces personnages là qui menaient, enfin qui montaient la garde, et bien c'était justement les custodes. Alors à cette époque là bien sûr on pouvait pas les jouer. D'ailleurs, si vous avez des infos, j'ai pas joué à Rogue Trader. Est-ce qu'à Rogue Trader, on pouvait jouer des custodes? Est-ce qu'il y avait un profil quelque part qui a traîné un jour dans un White Dwarf ou autre? Si vous avez l'information, mettez-le moi en commentaire, ça me fera bien plaisir. Alors, on parle de l'origine des custodes. Eh bien, leur origine est encore plus lointaine que les Space Marines, parce que on dit qu'ils marchaient déjà à côté de l'empereur avant que l'empereur aille dans les étoiles. Donc voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails parce qu'après, vous pouvez aller chercher sur Internet. Il y avait aussi les guerriers tonnerre qui étaient là avant les custodes et qui étaient les premiers essais en fait de modification génétique qu'avait entrepris l'empereur. C'était des guerriers a priori encore plus forts que des Space Marines actuellement. Voilà. Alors si on se pose la question avec les Primaris, ça je ne sais pas, mais en tout cas c'est sujet à débat. Donc les origines très anciennes, voilà, ils ont toujours accompagné l'empereur en tant que garde pour le protéger. Donc ça c'est acquis, voilà, et même encore maintenant, bien évidemment. Ensuite le recrutement, donc là le recrutement, il est assez spécifique en fait. Il peut y avoir en fait des origines, on va dire un peu civiles, c'est-à-dire qu'en fait la noblesse de Terra va léguer une partie de ses enfants en fait pour qu'ils deviennent des custodes. Ça c'est assez étonnant entre guillemets, parce que on peut imaginer qu'il n'y a pas une sélection aussi drastique, ce qui est extrêmement étonnant, parce que le custodes c'est bien au-delà du Space Marine qui lui et du Primaris, etc. Donc je ne sais pas si c'est dans ce passage-là, mais on va le retrouver. Il y a un endroit où il précise en fait que chaque custodes est créé d'une façon personnelle en fait, qui lui est propre. Donc il n'y a pas un schéma standard qui est répété comme pour les Space Marines, où là c'est très mécanique. Pour chaque custodes, eh bien, il y a une modification qui se fait dans son psychisme, dans son corps. C'est des modifications qui sont plus profondes. Chose intéressante pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas d'organes qui sont créés
pour rejoindre en fait le corps des aspirants custodes, mais c'est vraiment toute une modification de leur organisme. Donc il n'y a pas toutes ces étapes que connaît en fait un aspirant Space Marine qui va se faire greffer plein d'accessoires en fait pour devenir une élite de l'Imperium. Le custodes, c'est vraiment un changement profond qui vient de lui-même en fait. Ça c'est vraiment une chose qui les différencie, et quand on sait qu'un custodes vaut bien plus qu'un Space Marine, eh bien voilà, c'est quelque chose moi que je trouve assez intéressant forcément. Voilà, j'ai retrouvé la petite phrase. Donc ce processus met en œuvre des manipulations génétiques et alchimiques incroyablement complexes pour altérer de façon subtile mais absolue la structure cellulaire et le génome du candidat. Donc c'est vraiment une manipulation à l'échelle de l'ADN, des cellules, et pas encore une fois simplement un traitement avec des organes qui sont mis en plus et un petit coup d'hormone de croissance histoire de faire gonfler les biceps. Alors là, on vous parle un peu aussi du programme d'entraînement d'un custodes. Ce qui est intéressant avec le custodes, c'est qu'il se doit d'être aussi compétent martialement, c'est-à-dire à faire la guerre, qu'en politique, qu'en gestion de ressources, donc tout ce qu'on peut imaginer en fait, parce que les custodes étaient ceux qui épaulaient en fait l'empereur aussi bien en termes de guerre qu'en termes de décision, et quand l'empereur avait besoin de référents en fait ou d'avoir un avis extérieur, eh bien il se tournait en fait vers ces custodes qui l'entouraient, et c'est pour ça qu'ils se doivent encore maintenant, même si on va dire que l'empereur leur demande moins souvent des conseils, même si on verra qu'ils communiquent quand même un petit peu avec eux, ils se doivent quand même de cultiver cette extrême efficacité dans tous les domaines possibles et imaginables, que ce soit pendant plusieurs siècles. Voilà. Et un custodes, je ne sais pas s'il est immortel, mais a priori, ils vivent quand même extrêmement longtemps. Et on verra, il y a un passage que j'ai noté où il y a même une sorte de retraite en fait des custodes, ce qu'on ne trouve pas en fait chez les Space Marines, parce qu'un Space Marine, c'est la mort qui met fin au devoir. Et là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour les custodes. Certains en fait se retirent volontairement parce qu'ils trouvent que leurs compétences sont émoussées. Alors attention, parce qu'à l'échelle d'un custodes, une compétence émoussée, on va dire que c'est déjà bien au-delà de ce que pourrait faire un simple Space Marine. Mais eux estiment qu'ils se doivent vraiment d'être tellement au-delà que s'ils se sentent un peu moins rapides à un moment donné, après 50 siècles, non, je sais pas, peut-être, enfin, en tout cas, on parle en siècles, hein, donc après plusieurs siècles, eh bien, voilà, ils peuvent passer sur d'autres fonctions qui sont moins importantes en termes militaires, voilà, et où quand même leurs compétences, typiquement en diplomatie ou en gestion, vont être mis à bon escient, utilisées à bon escient. Alors avant de parler des Sœurs du Silence, il y a un petit passage qui est assez intéressant, c'est chaque custodien est doté de protections qui le protègent des pouvoirs des psycheurs, comme ceux des neutres. Les neutres, c'est ceux qui n'ont pas de résonance dans le warp, donc typiquement les Sœurs du Silence, Assassin Culexus, les parias, qui les rendent tout à fait aptes à combattre justement aux côtés des Sœurs du Silence, parce que les Sœurs du Silence, là on va le voir, elles sont alors comment on les appelle, les négatifs, je crois, ou les neutres. En fait, comme ils n'ont pas de résonance dans le warp, eh bien c'est des anathèmes pour tout ce qui est chaos et warp. Et dès qu'on a un psycheur qui va se retrouver à côté d'une Sœur du Silence, et bien simplement en fait, il va plus pouvoir utiliser les énergies du warp. Sa connexion avec le warp et le monde duquel il tire en fait sa puissance va être coupée, et forcément c'est l'arme ultime pour lutter contre les Sœurs du Silence. D'ailleurs, on l'a vu, même Roboute Guilliman en fait aurait succombé s'il n'y avait pas eu l'intervention des Sœurs du Silence sur Luna quand il combattait justement son frère. Donc vraiment une compétence très mise en avant, et les custodes, eux, justement, peuvent résister aussi à ces choses-là, parce que ce qu'on vous apprend aussi sur les Sœurs de Silence, c'est même si vous n'avez pas de pouvoir psychique, eh bien, il y a quand même une petite résonance que vous avez avec le warp, et forcément, vous vous sentez mal à l'aise. On ne sait pas pourquoi, mais dès qu'on est à côté d'une Sœur du Silence, il y a une sorte de malaise. Donc, si on parle de l'origine des Sœurs du Silence, eh bien, elle est tout aussi mystérieuse, voire encore plus que celle des custodes. Ce qu'on nous apprend simplement, c'est que elles sont tellement mystérieuses que certains érudits avancent qu'étant donné les immenses pouvoirs psychiques de l'empereur, il n'aurait jamais accepté de fonder un ordre guerrier de néant. Et ça, c'est assez intéressant de se dire que c'est vrai, ça forcément, si l'empereur était le plus grand psycheur humain, pourquoi aurait-il voulu fonder un ordre qui était justement un anathème à sa puissance et à sa force?
Voilà. Mais d'autres estiment que seul un être doué de sa préscience et de sa sagesse aurait pu faire une telle chose. Voilà. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on peut imaginer que l'empereur, justement, savait qu'un jour ou l'autre, il aurait forcément besoin des sœurs du silence, et c'est pour ça qu'il a créé plus ou moins cette lignée génétique. On est toujours dans cette sorte d'obscurantisme, on ne sait pas forcément d'où viennent les choses, tout a été oublié, hein, ça c'est typique de Warhammer 40 000, mais voilà, on sait qu'il y a certaines lignées qui sont mis en avant. D'ailleurs, il y a un petit passage, pas mal. Alors le passage est pas sur cette page-là, mais comme j'ai peur d'oublier, j'en parle tout de suite parce que je trouvais que c'était assez intéressant, c'est que les sorts du silence entretiennent des lignées génétiques et font de l'eugénisme. L'eugénisme, c'est-à-dire qu'on va favoriser des accouplements de personnes avec des caractères génétiques spécifiques pour favoriser justement un gène en particulier. Et c'est ce que font en fait les sorts du silence. Donc voilà, si vous posiez des questions sur la production des sorts du silence, voilà, on a déjà une piste qui est par là. Est-ce que ça ne ferait pas penser un petit peu au côté Amazon aussi, un petit peu, hein. Ce qu'on nous dit quand même ici, c'est au niveau de l'historique des sorts du silence, c'est qu'après l'hérésie russe, l'ecclésiarchie a promulgué la dissolution des sorts du silence parce que sous couvert que des personnes qui n'avaient pas d'âme ne pouvaient pas avoir la foi et que tout individu qui n'avait pas la foi en l'empereur, ne pouvait pas faire partie de l'impérium. Donc malgré tout, elles ont réussi à survivre et à être en mode autarcie, donc à gérer leurs affaires quand même toutes seules, à continuer leur inlassable combat contre les forces du Warp, mais et qu'avec le retour de Roboute Guilliman, lui a retrouvé en fait des couvents de sorts du silence et leur a redonné en fait leur lettre de noblesse. Alors une image assez intéressante, en tout cas que j'aime beaucoup, parce que c'est l'intérieur en fait du Mont Trône et encore plus des les cryptes sacrées. Donc c'est des cryptes qui ne sont accessibles que aux custodes. Et puis on imagine quelques cerfs qui sont décérébrés, quelques serviteurs, mais c'est vraiment un endroit interdit que seuls les custodes peuvent surveiller et peuvent parcourir. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette représentation comme ça de l'intérieur du Mont Trône. Donc qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que des êtres... Alors ça, c'est assez intéressant. Je me suis dit, peut-être que certains ont des informations à travers la Black Library ou des romans que vous auriez pu lire. Des êtres comme l'insatiable, le sujet 11 et l'un des cruels ne sont que des exemples des personnages qui sont enfermés dans ces cryptes-là. Donc si là aussi vous avez des informations, moi je suis pas contre, on fait un échange. Moi je vous donne des choses, vous me donnez des choses ici. Donc si vous avez des informations là-dessus, je suis assez curieux et n'hésitez pas à développer. Vous mettez peut-être un petit côté spoil s'il y a des choses un petit peu spoil comme ça. Si vous aussi vous lisez le commentaire et que vous êtes intéressé, vous savez si vous allez être spoilé ou pas. Voilà. Donc les cryptes sacrées, c'est là où sont enfermés tous les artefacts, tous les dangers trop importants pour être mis hors de vue en fait et qui ne peuvent pas être détruits ou qui ne doivent pas être détruits. Donc tout ça c'est enfermé dans les cryptes sacrées et c'est les compagnons. Donc les compagnons, c'est ceux qui sont seuls aptes à juger si quelqu'un peut avoir une audience avec l'empereur. Donc et c'est ce qui s'est passé en fait avec Roboute Guilliman. Quand Roboute Guilliman est arrivé devant le trône d'or, les compagnons ont décidé s'ils le laissaient passer ou pas. Petite note qui moi m'a vraiment marqué, il y avait Cypher aussi avec lui, et Cypher, sa grande quête, ça a toujours été de retrouver l'empereur et puis d'avoir une audience justement avec l'empereur. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est... Alors il y a plein de théories, moi je raffole des théories sur Cypher, parce qu'en fait il a l'épée du lion. L'épée du lion, a priori, une des théories que j'aime bien, ce serait qu'elle pourrait permettre en fait de tuer la carcasse de l'empereur pour le libérer afin qu'il puisse se réincarner. Donc Cypher serait une sorte de clé de voûte pour libérer l'empereur et le faire revenir parmi l'humanité. Une autre possibilité aussi, ce serait que simplement il cherche à tuer l'empereur. Ça a toujours été ambigu, ça a toujours été flou. Et il y a eu ce passage où enfin Cypher était devant le trône, mais les compagnons ont décidé de ne pas le laisser passer. Du coup, il a disparu. Alors, on se demande vraiment comment il a pu disparaître de la vigilance des compagnons. Mais voilà, toujours est-il qu'on n'aura pas de réponse, en tout cas, à cette énigme sur Cypher. Alors après, si vous vous demandez ce que c'est la vie d'un custodes compagnon qui protège l'empereur, donc c'est quand ils accomplissent leur devoir, les compagnons sont disposés en rang autour du trône d'or, et ils se tiennent totalement immobiles, silencieux et parés à agir. Et en fait,
on nous apprend que c'est tellement difficile d'être à la fois dans l'immobilité et la vigilance la plus totale, et aussi à côté de l'empereur qui rayonne en fait et de sa puissance psychique, que même un custodes en fait ne peut pas rester éternellement à ses côtés, et il est obligé au bout d'un moment, après plusieurs centaines d'années, peut-être moins, peut-être plus, de quitter en fait cette affectation là pour aller dans une autre, enfin on verra les différentes chambres, parce que bah, c'est trop dur pour lui de rester là. Donc c'est dire à quel point ça doit être costaud. Ou custo. On nous apprend aussi que ce sont eux qui supervisent en fait le rituel de la fusion de l'âme, donc c'est-à-dire quand les psycheurs en fait sont apportés à l'empereur pour être connectés directement à lui et afin qu'ils puisent en fait leur énergie vitale pour se nourrir tout simplement. Donc là, voilà une image très intéressante parce qu'on a tout simplement une vue aérienne du palais de l'empereur. Donc ça, c'est plutôt sympathique parce que moi, je ne croyais pas avoir déjà vu cette illustration. Peut-être qu'elle était dans l'autre codex, je ne m'en rappelais plus. Mais en tout cas, j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment les différents secteurs. La porte du lion, la fameuse porte du lion qui devait être défendue et dont on reparle souvent. Hein, c'est vraiment un élément très important en fait. Parce que justement, on va le voir tout à l'heure avec Valérien, qui est un personnage spécial, qui justement était le défenseur de la porte du lion. Donc c'est quelque chose où on a toujours on y fait toujours référence. Donc c'est vraiment un élément de fleuve très important. Donc le palais de l'empereur se tient là où se tiennent actuellement la chaîne la chaîne himalalienne, là où il y a l'Himalaya, himalalienne. La chaîne de l'Himalaya. Bon, la chaîne de l'Himalaya. Donc là où il y avait la chaîne de l'Himalaya, donc toute la chaîne de montagnes a été creusée en fait, et c'est c'est vachement grand. Donc bien sûr, ça a été fortifié, c'est la place la plus protégée de tout l'impérium, de tous les systèmes, de tout ce que vous pouvez imaginer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On a des informations que je trouve assez intéressantes. C'est que en fait, les 10 000, donc c'est-à-dire les custodes, se méfient un petit peu de tout le monde et en fait, ils travaillent avec un réseau d'informateurs. Les informateurs, ça peut être aussi justement la mission d'un custodes une fois qu'il se sent moins apte en fait à accomplir sa mission en tant que custodes. Et bien du coup, il rend son armure, il rend son pote, il quitte son poste et il va devenir en fait un informateur. Donc il va pouvoir utiliser de ses compétences inouïes pour un être humain forcément. Est-ce qu'on peut parler même d'être humain pour les custodes? Mais en tout cas, il va utiliser toutes ses compétences pour tenir informés bien, les custodes encore en faction. Et il y a des choses qui sont assez intéressantes ici, là je l'ai noté. Donc la forteresse stellaire Phalanx des impérialistes, après qu'elle subit une invasion démoniaque, et ses serfs et les serfs de nombreux chapitres sont en réalité des espions des 10 000. Donc c'est-à-dire qu'à travers tout l'impérium, dans chacun des chapitres, vous avez des espions qui rendent compte directement aux custodes. Donc, on peut savoir que, a priori, ils doivent être au courant de ce qui se passe pour les Dark Angels, pour les Blood Angels, pour tout le monde. Donc, malgré tout, ils n'agissent pas forcément contre parce qu'en fait, ils ont une seule mission, c'est préserver l'impérium. Et quel qu'en soit le coût, c'est-à-dire que si ça doit coûter, tels les inquisiteurs, si ça doit coûter un système, ça coûte un système. Si ça doit coûter la vie de milliards d'individus, ça coûtera ce qu'il faut. Donc même si Terra et le palais impérial est une des places fortes les plus protégées, les plus surveillées, et bien malgré tout, il y a quand même des ennemis de l'impérium qui réussissent à s'y incruster. Et là, je parle du culte Stealer, parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec la boîte Shadow Throne, le trône de l'ombre en français, je fais un effort sur l'accent, et bien on apprend qu'il y a il y a plusieurs même en fait cultes Stealer, il y a plusieurs cultes Stealer avec plusieurs patriarches qui sont incrustés sur Terre. Et là, on a dans justement Shadow Throne, alors un passage. Alors, j'avoue, quand j'ai ouvert le codex, moi vraiment ce que je voulais, c'était la suite de cette histoire, parce que pour vous faire un résumé très court, en fait, j'avoue que je voulais même faire une vidéo, mais au final, la fin était tellement, j'allais dire à la Games Workshop, que je me suis dit, mais à quoi bon faire une vidéo? En gros, typiquement, vous avez, donc c'est pour introduire en fait, et le patriarche, ça on connaît déjà, mais aussi comment il s'appelle, le maître des lames, enfin on reviendra dessus, en fait, l'idée, c'est qu'il est envoyé pour lutter et puis pour capturer un Genestealer patriarche.
Et le fait est que, eh bien, dans toute l'histoire de Throne, de Shadow Throne, on n'a pas la fin en fait. On ne sait pas s'il a réussi à capturer ou pas. Et j'espérais que dans ce codex, il y a un petit passage qui nous dise oui, le patriarche a été capturé ou nous, il n'a pas été capturé. Là, il n'y a aucune information, si ce n'est que voilà. Dans l'archéologie, Veracitum Neglis, pour capturer un patriarche des princes du pauvre appelé le Bégeter et subit de lourdes pertes. Les 10 000 savent que ce n'est qu'une question de temps avant qu'une autre menace soit découverte. Et puis c'est tout en fait. On ne sait pas s'il a réussi, s'il n'a pas réussi, et on reste dans l'expectative. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé que ça évolue soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors qu'un custodes perde contre un patriarche, pourquoi pas, ça pourrait être une piste intéressante en termes de fluff. Et à l'inverse, qui capture un patriarche et qui justement leur donne des informations. Après, la seule chose qui était vraiment intéressante là-dedans, c'était de se dire que forcément, s'il y a un patriarche et plusieurs sectes qui sont sur Terra, eh bien c'est qu'ils envoient des signaux psychiques à l'esprit ruche, et que l'esprit ruche du coup connaît la position de Terra forcément, et on sait qu'il y a une débris qui passe par en dessous de la galaxie, donc on n'est jamais à l'abri d'une invasion. Bon là je pars dans le fantasme encore une fois, mais allez, une boîte V10 Terra contre une flotte ruche, ce serait la classe. Ah oui, je sais, ça changerait tout le fluff et tout, etc. Mais bon, on n'est pas à l'abri. Il n'y a pas eu comme une sorte de cicatrice malédictum qui a juste coupé la galaxie en deux et on arrive bien à vivre derrière. Donc pourquoi pas simplement une invasion tyrannide, une petite invasion tyrannide, ce serait toujours assez sympa. Alors ce passage-là, il représente en fait un des adeptes qui est en train d'écrire simplement ce que dicte en fait un des custodes, et c'est l'histoire en fait de l'humanité qui est repris comme ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que il s'occupe en fait de le retranscrire dans tous les modes de communication connus. À un moment, on parle même de méricain. Je pense que c'est pour dire l'américain, mais en mode le mot s'est fait détourner et du coup c'est le méricain avec le temps, on a oublié, etc. Et je trouve ça assez intéressant justement. En plus, c'est le sud du, enfin le bas américain, un truc comme ça. Donc du coup, c'est plutôt même le portugais, enfin tout ce qui est Brésil, etc. Donc c'est assez rigolo, je trouve, ce côté-là, avec le côté mystique qu'on peut imaginer quand on le relie en fait à notre univers actuel. Alors après, pour ceux qui se posent la question, eh bien on a la réponse. Donc tous étaient des eunuques, les 10 000 n'avaient que faire des distractions terrestres, en effet. C'est quand même un petit peu dommage, parce que on peut imaginer une petite histoire d'amour entre un custodes et puis une sœur du silence, ça ferait une sorte de personnage, enfin s'ils avaient un enfant, on peut imaginer que ce serait quelque chose d'assez puissant. Alors là, on nous parle un petit peu de l'équipement, donc l'armure qui est en auramite. Donc l'auramite, on peut imaginer que c'est un petit peu comme les chevaliers d'or, mais comme l'or, en fait, c'est pas un matériau qui est très résistant. Et bien là, voilà, c'est l'auramite, donc un mélange entre l'or, la céramite. On peut imaginer ça afin d'en faire les équipements en fait les plus puissants qu'on peut trouver dans l'Imperium. Et c'est le cas en fait. Tout ce qui est custodes va avoir le meilleur équipement disponible. Chaque arme est une relique qui a été façonnée à la main par des maîtres artisans, blablabla, pendant des centaines d'années, jusqu'au moment où ils sont justement créés pour un custodes. Alors après, c'est toujours le côté un petit peu, voilà, ça demande des années pour la faire, sauf qu'elles sont faites sur mesure pour un custodes en particulier. Donc je pense qu'à un moment donné, quand il est prêt à y aller, il va peut-être pas attendre des centaines d'années avant d'avoir son armure. Mais bon, je chipote. Alors ce qui est intéressant sur le fonctionnement justement des custodes, c'est que ils sont en dehors de tout ce qui est loi impériale. Donc ils sont vraiment en marge de cette société qui est l'Imperium. Ils doivent la défendre. C'est la force la plus apte, mais ils font ce qu'ils veulent. Voilà, et c'est ce qui fait justement aussi leur force. Donc ils ont toujours bénéficié de la Magisterium Lex Ultima, et ce qui leur donne en fait les pleins pouvoirs parce qu'ils sont les représentants de l'empereur. Quand un custodes dit quelque chose, c'est comme si l'empereur parlait lui-même, parce qu'ils sont les porte-parole de la volonté de l'empereur. Donc ça, c'est vraiment très spécifique, bien sûr, aux custodes. Et quand on dit personne, c'est vraiment personne. Donc le Magisterium Lex Ultima signifie également que personne ne donne des ordres aux custodiens à part l'empereur lui-même. Même Guilliman ne peut que demander leur aide. Et heureusement pour l'Imperium, Valoris, donc c'est le plus haut gradé des custodes, a accepté que les custodiens jouent un rôle actif dans la galaxie. Et en fait,
ce qu'on vous dit aussi, c'est que, j'en parle là pour pas l'oublier non plus, mais c'est que les custodes en fait étaient préparés justement au retour de Guilliman et qui s'étaient déjà préparés à sortir du palais de l'empereur, parce qu'en fait ils sont pas sortis depuis 10 000 ans. En fait c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant le retour de Roboute Guilliman, eh bien les custodes étaient renfermés sur le système Sol, donc ils avaient peut-être des avant-postes, enfin c'est sûr ils avaient des avant-postes un petit peu dans le système Sol, mais ils n'allaient pas plus loin, ils sortaient jamais en fait à la rencontre de l'adversaire, si ce n'est quand lui venait dans le système. Et depuis en fait eh bien ils se sont fait convaincre, ou l'empereur leur a laissé laissé penser, on va le voir aussi un peu plus loin, que eh bien ils ont un rôle plus actif à jouer dans l'Imperium maintenant que la cicatrice Meditum s'est ouverte. Donc voilà, ils vont chercher l'ennemi là où il se trouve. Donc pour rester dans l'équipement en fait des custodes, donc là on voit différentes armes dont ils peuvent être équipés et qui sont des armes qui leur sont assez propres, qu'on va retrouver bien sûr aucunement dans l'Imperium. On va pas les retrouver avec une vulgaire épée tronçonneuse ou une vulgaire épée énergétique. Là ils ont toutes des armes qui sont en plus fusionnées avec des bolters. Après ce qui est dommage, c'est vrai que la version qu'on a chez Forge World avec uniquement des sortes de bolters améliorés, c'est dommage qu'elles soient pas disponibles aussi directement dans le codex, parce que on peut les imaginer aussi avec eh bien ces bolters là améliorés. C'est un petit peu dommage. Voilà. D'ailleurs c'est pareil avec les tanks, on nous en parle juste un petit peu en disant que on va présenter le Land Raider évidemment, qui est l'arme ultime des custodes, et puis on vous dit que peut-être même ils auraient encore caché des appareils encore plus technologiques et encore plus puissants. Voilà, on va penser bien sûr aux véhicules qui sont sortis chez Forge World. Là aussi c'est dommage en fait qu'il y ait ce côté, cette différence en fait, et on a tellement plus l'impression que les armes des custodes sont celles qui sont développées par Forge World que celles qu'on va avoir directement chez Games, que j'aimerais vraiment que ce soit intégré en fait. Et limite je me pose la question et je me dis, mais au bout d'un moment, certes on peut pas trouver ces véhicules là en magasin, donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas dans les codex, mais il y a aussi des véhicules, ou des unités qui sont jouables de Warhammer 40 000 que vous ne trouvez pas en magasin, que vous trouvez que via la VPC. Donc cette excuse là de dire c'est pas disponible en magasin, c'est disponible que en VPC ou que sur internet, donc c'est pour ça qu'on met pas dans le codex, eh bien je la trouve un petit peu caduque maintenant, à une époque où justement il y a des choix qui sont faits et que je sais pas, là j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est certain, il y en a des centaines, il y a des figurines, vous le trouvez que en VPC. Voilà, donc c'est un petit peu dommage qu'on n'aille pas assumer un peu plus le côté Forge World en mettant directement les lignes dans le codex directement. Alors petite pause au milieu de cette vidéo pour vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Pensez aussi au fait qu'il y a une chaîne secondaire qui existe maintenant et qui s'appelle Iggy Live, dans lequel je vais remettre tous les lives que je peux faire. Donc ce sera l'occasion comme ça de faire un peu le tri. Et puis si vous aimez mon travail, si vous aimez le multijeu, si vous aimez Games Workshop, si vous aimez ce que je peux apporter sur la figurine, sur YouTube, eh bien n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, parce que c'est surtout sur ça que je compte plus que sur les vues de YouTube, étant donné que je fais vraiment plein de choses et que c'est assez diversifié, c'est un peu difficile. Donc je compte vraiment sur votre aide sur Tipeee. Donc voilà, merci à tous ceux qui m'aident, qui m'ont fait arriver jusqu'ici depuis 1 an maintenant. Et puis merci à tous ceux qui vont rejoindre la Iggy Family. Donc après on nous parle un peu plus des Sœurs du Silence, parce que c'est un codex qui est double, qui se porte et sur les Custodes et sur les Sœurs du Silence. Et donc là on nous apprend que encore une fois, une des plus grandes ennemies des Sœurs du Silence, c'est l'Ecclésiarchie, forcément, et puis voilà, qui reste malgré tout d'actualité, et qui a toutes ces luttes en fait intestines de pouvoir. Et c'est ça que j'ai apprécié en fait dans ce codex, c'est le côté manipulation politique, machination plutôt politique, qu'on va pas retrouver forcément dans d'autres codex. Là on sent vraiment en fait les différentes factions qui essaient chacune de tirer la couverture de l'empereur sur elle-même, et ça c'est vraiment présent. Et ce côté politique, j'aimerais qu'il soit vraiment mis en avant tout le temps, et c'est pour ça que c'était agréable justement de lire en fait ce côté-là de l'Imperium, plutôt que le côté super héroïque. Ils sont rentrés, ils ont tué 10 000 orques, et puis voilà, on a juste perdu 3 custodes. Et ça, je tiens à le souligner, c'est pour ça que je vous fais aussi cette vidéo. Petit passage qui m'a vraiment bien plu, c'est qu'on apprend qu'il y a même des Sœurs du Silence qui sont dans le réseau hyperspatiaux de la Toile. Donc si vous ne connaissez pas, vous avez le monde matériel, le Warp, et entre eux, il y a tout ce qui est la Toile, qui est utilisée par les Eldar, qui n'a pas été créée par les Eldar, mais qui est utilisée par les Eldar pour justement voyager d'un point à l'autre de la galaxie, et peut-être même dans d'autres dimensions, sait-on jamais. Et en tout cas, c'est assez intéressant de voir qu'il y a des infiltrés des Sœurs du Silence. Alors pourquoi elles sont là-bas, ça c'est une bonne question, c'est pour surveiller un peu les agissements,
pourquoi pas, on peut se demander comment elles arrivent à survivre dans ce réseau-là. Après, on peut se demander comment elles ne sont pas détectées, parce qu'en fait, il y a des sentinelles qui sont des araignées spectrales, ou des araignées, alors je sais pas si le nom c'est araignées spectrales, mais en tout cas les guerriers aspects qui s'appellent les araignées spectrales, je pense aussi, où je dois mélanger, mais ça fait longtemps que j'ai pas lu un codex Eldari, pardon, vous voyez, c'est dire. Eh bien, je pense qu'en fait, les araignées en fait ne les détectent pas et ne les chassent pas en fait du réseau, du fait qu'elles n'ont pas de résonance en fait psychique et qu'elles sont indétectables et donc peut-être même invisibles pour les araignées. Voilà, c'est ma théorie. Mais pourquoi sont-elles là-bas? Ça, c'est une très bonne question. En tout cas, c'est sympa et se dire qu'elles peuvent être là-bas, c'est assez étonnant. Alors après, vous devez le savoir, mais elles s'appellent les Sœurs du Silence parce qu'elles ont fait le vœu de silence, donc elles ne parlent plus jamais et elles communiquent par la pensée mimique, c'est-à-dire faire des signes, en fait, un peu comme le langage des signes, hein, tout simplement. Et un petit passage que j'ai annoté, c'est que c'est tellement complexe et subtil que les custodes, en fait, avec leur armure, ne sont pas capables de reproduire assez fidèlement, en fait, cette pensée mimique. Et on est tellement sur l'élite de l'élite de l'élite, au-delà de l'élite de l'humanité avec les custodes, que trouver quelque chose qu'ils sont incapables de faire alors que les Sœurs du Silence peuvent le faire, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Donc voilà l'illustration qu'on avait justement sur Shadow Throne avec le champion des lames, voilà, personnage bien mis en avant. On ne sait pas comment il lutte, mais si le Cult Stealer est aussi répandu que ça dans les rues de l'Imperium, ou alors même dans les bas-fonds, on peut imaginer, hein, parce qu'on est dans des cryptes et ce genre de choses, c'est quand même assez chaud quand même. Hein. Mais voilà, en tout cas, et bon voilà, va-t-il capturer le primarque, va-t-il capturer le patriarche Genii Stealer? Aucune information. Alors, Trajan Valoris, voilà, ça c'est l'actuel grand général, le chef des custodiens, donc le meilleur parmi les meilleurs. Voilà, je vais passer un petit peu, voilà, personnage assez intéressant, mais qui manque peut-être un petit peu de signes particuliers en fait. Ce qu'on sait, c'est que c'est quelqu'un qui est très avisé, forcément, on n'entendait pas moins d'un personnage mis à cet échelon-là, mais voilà, il avait préparé en fait la venue de Roboute Guilliman, le retour. Voilà, il l'a parfaitement soutenu, donc voilà, très bien. Voilà, passons sur Trajan Valoris. Alors, en ce qui concerne l'organisation des custodes, elle est assez atypique par rapport à l'habituel Codex Astartes, évidemment, puisqu'ils ne sont pas du tout soumis au Codex Astartes, forcément. Donc, Trajan Valoris a l'ordre absolu, donc c'est-à-dire que c'est lui qui va prendre toutes les décisions, mais il se fait aider d'un collège de 10 custodes, 10 custodiens, qui s'appelle le Tribunat Custodien, et en fait on a les 10 meilleurs guerriers parmi les 10 000. Alors d'ailleurs, tiens, j'y pense, il faut que je revienne sur les 10 000, qui sont là justement pour le conseiller, et puis forcément, c'est, avec la recherche d'excellence qu'il y a chez les custodes, eh bien, d'eux-mêmes, en fait, ils vont tourner et ils vont rester que quelques années, en fait, en place à leur poste, ce qui va les forcer à toujours être aux aguets, toujours se remettre en cause et pas tomber dans des travers de voilà, ça fait des années, des centaines de siècles que je suis là. Et donc je voulais revenir sur les 10 000 parce qu'en fait, on ne sait pas combien il y a de custodes et eux-mêmes cultivent en fait ce mystère. Donc plusieurs théories, ils veulent se faire mousser, ils veulent faire peur, donc ils disent les 10 000 alors qu'en fait ils sont que 1000. Bon, ça c'est peu probable, ce ne serait pas en raccord avec l'idée des custodes. Par contre, ils veulent cacher leur nombre et on peut supposer qu'ils sont plus que 10 000. Et après on se dit, bah, de combien tu jaugerais ça? Si on dit qu'ils sont 10%, ça fait qu'il y aurait 100 000 custodes, peut-être on peut imaginer ça. Mais c'est assez intéressant de se poser la question de combien sont-ils dans l'Imperium. Alors là, on arrive sur l'organisation militaire. Je vous avoue que c'est pas forcément ce qui m'emballe le plus, donc on va passer assez vite. Donc vous avez le commandant, voilà. Ensuite, vous avez des compagnies remparts. Au sein de ces compagnies remparts, vous avez le capitaine rempart, et après vous avez des gardes custodiens. Voilà. Donc l'organisation s'appelle des hosts remparts. C'est des groupements de custodes qui sont très flexibles en fait et qui sont dédiés à une tâche. Alors certains ne vont jamais bouger parce que, par exemple, ceux qui sont là pour veiller sur une menace, eh bien, tant que la menace existe toujours, ils ne vont jamais bouger, ils vont toujours être là. Ceux qui sont là pour veiller sur le trône d'or, par exemple, eh bien c'est pareil, cette organisation ne va pas évoluer. Par contre, ceux qui sont formés pour une tâche bien particulière, eh bien là, une fois que leur tâche est aboutie, eh bien voilà, ils vont passer sous une autre mission, une autre organisation. Donc dans certaines justement hosts qui sont spécialisés, on a les gardiens des gardiens qui sont là pour espionner l'Inquisition, qui est une organisation qu'ils considèrent comme un nid de danger potentiel, et à raison forcément. Parmi les inquisiteurs, on trouve forcément de tout, et eux sont là justement pour veiller au grain.
Puis voilà, c'est ici dont on parle un peu des véhicules. Les rumeurs veulent que les Custodians possèdent des machines de guerre encore plus rares que ces deux véhicules. Donc on parle du Land Raider, du Dreadnought. Des histoires persistent sur des Dreadnoughts encore plus redoutables, d'immenses vaisseaux de guerre dorés et des véhicules antigraves incroyablement robustes. Et c'est vrai, les Custodians sont plus puissants que ce que la plupart des gens peuvent même imaginer. Bah non, parce qu'on a tous le site internet et puis on va sur Forge World, donc on sait qu'il existe. On sait que ça existe tout ça, vous ne le cacherez pas. Donc comment est organisé après le codex, à l'impression de tous les codex un petit peu V9. Donc on a maintenant des hosts, voilà, ça va être l'équivalent des vaisseaux mondes pour les Eldar qui va sortir, des sets pour les taux, des cultes, enfin des ruches pour les tyrannies, etc. C'est l'organisation spécifique, c'est des sous-factions à l'intérieur de votre codex pour vous permettre d'avoir un style un peu plus particulier et puis d'avoir des armées qui ne vont pas forcément se ressembler. Donc qu'est-ce qu'on a? On a les gardiens des ombres, donc ce sont ceux qui vont, c'est alors j'ai jamais su prononcer le mot, les geôliers, ouais, je crois que ce sont les geôliers, donc les gardiens de prison qui vont veiller sur toutes les entités qui sont enfermées, qui ne peuvent pas être détruites ou qui doivent rester sous l'œil des custodes. Donc ils sont là pour vraiment travailler en interne à la protection, mais bien sûr si et malgré tout certains peuvent s'échapper. Donc on a quelques exemples. En fait, il y a des personnages, des créatures qui réussissent à s'échapper, et bien les custodes doivent d'aller les rattraper et de les enfermer à nouveau. Voilà. Donc ça c'est les gardiens des ombres. Après on a les boucliers aquilins. Donc là j'ai mis plus de petits post-it parce que je trouvais ça un petit peu plus sympa. Alors leur rôle en fait c'est d'aller protéger tout ce qui est essentiel au fonctionnement de l'Imperium et à sa survie forcément. Donc ça peut être une installation tout simplement, ça peut être un personnage, ça peut être un événement parce qu'en fait ils vont utiliser tous leurs augures et leurs pronostiquaires, un petit peu comme les chevaliers gris pour essayer de prédire un petit peu l'avenir. On sait aussi qu'ils communiquent avec l'empereur, donc forcément l'empereur à travers des visions qu'ils vont interpréter eux-mêmes, ce qui se passe c'est que en fait certains sont alors c'est pas eux qui sont spécialisés là-dedans, mais on va le revoir un petit peu plus loin. Certains en fait détiennent encore plus la parole de l'empereur parce qu'ils reçoivent des visions, tout simplement comme le champion de l'empereur, on peut l'imaginer, et ils discutent entre eux de comment interpréter ces visions et de comment agir au mieux avec la volonté de l'empereur. Et souvent après, ils envoient forcément les boucliers aquilins qui vont protéger en fait ces personnages. Et dans les personnages qu'ils ont protégés, là c'est en fait ça c'est assez bien fait dans la façon dont est fait le codex. À chaque fois vous avez une présentation générale et puis un personnage en particulier qui est mis en avant. Dans le sous-monde qu'il appelait... Alors, ma première tâche, alors que j'arborais les teintes purpurines de mon host, fut de protéger un habitant de Piety, à peine un adolescent. Dans le sous-monde qu'il appelait foyer, nous préservâmes sa vie, et de loin, jusqu'au jour où les Black Templars arrivèrent et l'emmenèrent sur leur navire. Le nom de ce garçon était Elbrecht. Voilà. Donc Elbrecht a survécu grâce à la protection des custodes. Ça, je trouve ça cool. Quand il y a des passages comme ça, où on apprend des choses, j'aime bien quand ça, cette mise un petit peu en abîme des choses, franchement ça flatte mon fluff. Alors après les autres passages que j'ai notés, ça c'est un passage que j'avoue ne comprends pas. Ce qui peut arriver, c'est que certaines personnes, quand elles voient arriver en fait les custodes pour les protéger, elles refusent en fait cette protection là. Un tel honneur est incomparable et rarement refusé, quelles que soient les circonstances où l'individu sélectionné. Presque tous ceux qui ont décliné cette faveur ont connu un destin tragique, certains subirent une disgrâce calamiteuse, tandis que le sort de beaucoup d'autres reste inconnu. Donc, c'est assez étonnant en fait parce que faut imaginer en fait si on est si on a tous les films avec du voyage temporel, ce genre de choses, ils sont là pour protéger quelqu'un, ils vont intervenir et de par leur intervention, ils vont provoquer en fait la disgrâce ou la mort du personnage. Bon, autant si c'était pour éviter justement qu'il meure, pourquoi pas, mais voilà, il y a ce côté un petit peu ambigu où ça laisse sous-entendre que peut-être refuser cet honneur, c'est s'exposer à la mort de la main des custodes, mais c'est assez contradictoire, donc bon, pourquoi pas. Après, là où je vous dis que j'aime beaucoup ce codex, c'est qu'on nous dit qu'il y a eu beaucoup de hauts représentants de l'Imperium, typiquement les hauts seigneurs, qui se voient protégés et escortés par des custodes, et que en retour, c'est un rôle qui a valu à l'Adeptus Custodes nombre de faveurs de l'élite aristocratique de Terra. Et on se dit aussi qu'ils peuvent le faire pas pour protéger la personne, mais justement pour avoir les faveurs de l'aristocratie. Alors, c'est pas
c'est pas juste pour faire les chouchous, les bons élèves, mais c'est parce qu'ils savent que ça va les aider dans leur quête justement de protection de l'Imperium. Mais ce côté vraiment politique, encore une fois, qui est mis en avant, moi c'est vraiment ce qui m'a séduit dans le lore de ce codex. Alors Lost effroyable, eux ce sont la main divine de l'empereur qui s'abat sur vous, ce sont un peu les exécuteurs tout simplement de l'empereur, ils sont envoyés justement pour causer la peur, la destruction et la mort de leur cible. Donc ce sont les plus violents parmi les custodes, sont la plupart équipés d'armures à la russe, donc c'est les sortes d'armures Terminator, enfin l'élite de l'élite de l'élite du Terminator, et voilà, donc qu'est-ce que j'ai retenu sur ce petit passage? Donc c'est ce que je vous disais justement donc avant, c'est les sources de renseignements comprennent les yeux de l'empereur d'anciens custodiens ayant jugé qu'ils n'étaient plus aptes au service en raison de leur âge avancé, donc ça doit être à peu près 2300 ans, de blessures, d'une légère érosion de leurs facultés mentales et de leur temps de réaction ou de toute autre faiblesse qu'ils ont eux-mêmes perçue. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment eux qui vont juger de leur aptitude et c'est une marque de noblesse qui est assez, qui renforce le côté vraiment magnifique de l'Adeptus Custodes. Donc la garde solaire, ce sont tous ceux qui assuraient déjà la défense du système Sol avant que justement les custodes passent dans les croisades Indomitus et ce genre de choses. Et ce qui est intéressant aussi, là encore politique, ça me plaît, si les membres gardent leur distance, des technoprêtres de Mars. Voilà. En fait, tout l'Imperium est sous la coupe des custodes, personne n'échappe à leur vigilance, sauf Mars. Et on va imaginer certains mondes forges, et les custodes estiment que les prêtres de Mars vont se débrouiller tout seuls. C'est dire à quel point il y a cette relation un petit peu ambiguë, justement, entre ces différentes forces qui coopèrent, qui vénèrent le même personnage, soit l'empereur, soit l'omni-messie, qui est aussi l'empereur. D'ailleurs, à ce sujet, si j'oublie aussi, ce qui est très important à noter, vraiment capital, c'est que les custodes ne croient pas à la divinité de l'empereur. Pour eux, ayant connu l'empereur en plus de son vivant, ils le considèrent comme un personnage d'exception, certes, mais pas divin. Il n'y a pas cette notion de divinité. Donc c'est pour ça aussi que, à l'image de Robert Guilliman, qui ne reconnaît pas non plus l'Imperium avec le culte de l'empereur, c'est pour ça qu'ils sont assez raccords avec les custodes et que ce sont une force, et que les custodes justement apportent vraiment leur soutien à Guilliman. Donc voilà, Mars, on en a besoin, donc on les caresse dans le sens du méca d'Andril. Donc les émissaires Imperatus, c'est justement ceux qui communiquent le plus avec le trône d'or, avec l'empereur. Donc pour leurs camarades, il n'y a là aucune intervention divine, car les custodiens n'ont jamais considéré l'empereur comme un dieu. Ils voient simplement la volonté indomptable de leur seigneur de guerre. Voilà. Donc c'est bien ce que je vous disais. Et là, vous allez retrouver aussi le principe de communion pour essayer de discuter, de trouver l'interprétation la plus véritable et le sens que vous donnez l'empereur à leur vision. Donc les émissaires Imperatus, eux, ils sont chargés d'aller porter la bonne parole de l'empereur, porter aussi des artefacts, ça peut être aussi leur fonction, donc un petit peu l'UPS, l'UPS d'ailleurs, Imperatus, c'est peut-être là que ça vient justement, on ne sait jamais. Non mais t'imagines en fait, si on est sur 40 000, à notre époque, les choses évoluent, et puis voilà, UPS, ça devient les Imperatus, non? Pourquoi pas? Après, un des passages que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est justement le côté primaris. Comment les custodes ont accueilli en fait les primaris. Alors déjà, première chose, ça leur a rappelé à quel point Mars faisait ses petites affaires dans son coin, parce que Belisarius Cawl, en fait, avait réussi à rendre complètement opaque et caché les primarisations, les véhicules primaris, et quand on voit tout ce qui sort, c'est dire si c'était bien caché dans les cryptes de Mars, les custodes ne savaient pas. Donc ça c'est déjà une première information, donc ça les renforce dans leur crainte que Mars possède encore bien d'autres secrets voilà, sous sa surface, première chose. Donc après ils pouvaient être aussi un petit peu frileux vis-à-vis de ça, vis-à-vis d'une augmentation en fait de la puissance d'espèces marines qui s'est révélée passer du côté obscur, parce que faut pas l'oublier, hein, tous les espèces marines du chaos étaient aussi forcément avant d'espèces marines, et en fait ça les inquiète qu'on puisse donner une force
un peu plus grande à une entité qui après peut se retourner contre l'empereur. Voilà, même si, enfin si, ça peut arriver. Hein. D'ailleurs, je me demande même si dans le prochain Codex Chaos, on n'aura pas un jour peut-être des Primaris rebelles, parce qu'il y a des flottes rebelles de Space Marine, donc des renégats tout simplement. Donc on peut imaginer que ça se passe après la croisade Indomitus et après justement l'arrivée des Primaris. Donc voilà, là j'extrapole, on verra ça, mais c'est fort logique. Hein. Il n'y a pas de, un Primaris ne va pas être forcément plus incorruptible qu'un Space Marine. Voilà, c'est juste qu'il est plus fort, plus endurant, mais au niveau de l'intellect, il garde les mêmes faiblesses inhérentes à l'humanité. Hein. Donc, alors même que certains custodes en fait étaient opposés plus ou moins aux Primaris, eh bien, les émissaires Imperatus sont arrivés et ont dit non, c'est une bonne chose. Et comme eux-mêmes interprètent la volonté de l'empereur, eh bien, ce poids-là, ça leur a permis justement de faire accepter plus facilement les Primaris, aussi bien à leurs collègues custodes qu'aux autres chapitres de Space Marine. Et c'est pour ça qu'on a justement des émissaires qui étaient dans toutes les croisades, porte-flambeaux, qui sont là pour porter en fait les gadgets Primaris, mais l'outil Primaris à l'ensemble des chapitres de l'Imperium. Et à chaque fois quand on a justement un custodes, eh bien ça appuie cette chose-là, parce que si on avait juste évidemment un prêtre de Mars qui arrivait, on peut se dire que oui, il y a peut-être Mécatandril sous Gravity System, un truc comme ça. Mais en tout cas là, avec le custodes qui est la parole de l'empereur, eh bien on sait que c'est une bonne chose et que ça va dans le sens de l'Imperium. Donc là, ce passage-là revient un petit peu sur l'organisation des Sœurs du Silence. Donc pourquoi elles ont leur armure dorée? Eh bien, c'est pour rendre hommage justement aux custodes. Certaines, par contre, n'ont pas voulu changer leur tradition. Voilà, donc on va se retrouver sur le même schéma que ce qu'on peut retrouver avec les chapitres Space Marine. Certains vont passer Codex, vont suivre en fait les ordres un petit peu à la ligne. D'autres, au contraire, vont garder un petit peu leur spécificité, voilà, par fierté, par discipline envers leurs aînés, devoirs de mémoire, que sais-je. Mais en tout cas, on a vraiment ces différentes façons d'agir qui sont typiques en fait des factions de l'Imperium. Alors après, j'ai passé un peu vite, mais voilà, faut savoir que certaines vigies en fait, alors les vigies, c'est le terme officiel après Reboot Guilliman, une fois que leur blason était redoré. Voilà, c'est des vigies, c'est officiel. Avant, elles agissaient sous couverture, ou en tout cas discrètement. Et bien, ce qui s'est passé simplement que elles ont été remaniées, on va dire, et que ce n'est pas sans créer certaines frictions, parce que certains territoires en fait sont étendus, et on leur dit voilà, maintenant il faut veiller sur une partie un peu plus étendue de l'Imperium, ce qui les embête un petit peu. Et puis à l'inverse, en fait, quand il y a des factions qui sont trop faibles, des vigies qui sont trop petites, eh bien elles sont regroupées, elles n'avaient pas forcément envie d'être regroupées avec des filles qui c'est pas leurs copines, donc voilà. Après, on peut se demander, honnêtement, sur les Sœurs du Silence, on peut se demander pourquoi il n'y a pas aussi des hommes en fait. Autant pour les sorts de bataille, ça s'explique, il y a le côté aucun homme ne pourra être armé, donc du coup on crée une armée de femmes. Ok. Maintenant, pour les Sœurs du Silence, j'ai pas noté de connotation dans le sens il faut que ce soit absolument une femme. Donc je ne sais pas pourquoi, si ce n'est pour faire vendre de la figurine, gros geek que vous êtes, je ne sais pas pourquoi il n'y a que ça. Après, on parle du fait qu'elles-mêmes en fait vont chercher d'autres personnes qui partagent en fait le gène paria, donc c'est-à-dire qui n'ont pas de résonance dans le war, mais si c'est un homme, il va forcément finir Culexus, ou il va forcément finir autre chose, mais pas dans les rangs des sœurs. Alors évidemment, on pourrait changer leur nom, mais c'est quelque chose qui m'étonne. Donc si vous avez des informations là-dessus, très honnêtement, je suis curieux. Et voilà, du coup, on arrive à la fin du lore. Donc il y a d'autres petits passages dans ce codex. J'ai cherché en vain savoir si toujours, hein, je reste là-dessus, mais savoir si le champion des lames avait réussi sa mission de capturer le patriarche Jenny Stealer. Je n'ai pas l'information. Peut-être que ce sera dans un roman de la Black Library. Je trouve en tout cas qu'il y a beaucoup plus, enfin c'est normal, hein, c'est fait pour, il y a beaucoup plus d'informations qui sont dans la Black Library plutôt que dans les codex. Moi, j'aimerais qu'il y en ait un peu plus dans les codex, mais bon, ça c'est ma vision à moi. Alors, on reste ici, Valérian et Aleia. J'ai mis un petit post-it parce qu'il y a un petit passage sur eux, et je voulais terminer sur eux parce que pour moi, c'est une note assez légère qu'il y a dans Warhammer 40 000. C'est que c'est, on peut dire, la plus grosse histoire d'amour. Alors on va exclure, hein, tout de suite je vous vois venir, Guilliman et Ivren, hein, parce que ça c'est juste bon pour les mèmes sur internet. Mais dans Warhammer 40 000, à ma connaissance, c'est une des
Alors c'est pas une histoire d'amour parce qu'il ne se passe rien et ça peut être que platonique, hein, étant donné qu'on a appris que c'était des eunuques, mais il y a cette notion de, il y a un partage, un lien qui sont entre eux. Alors bien sûr on peut imaginer que c'est un lien basé sur le respect, l'honneur, les attributs martiaux évidemment, mais voilà, Valérian il fait quand même un petit cadeau, il fait un petit cadeau d'une... Tous les custodes en fait portent sur eux une miséricordia, c'est-à-dire une petite épée, enfin une petite épée, pour nous ce serait une épée immense, mais pour eux c'est leur petit couteau, c'est quelque chose de plutôt rituel, voilà, Valérian et Aléa. Donc il y a un roman d'Albert Librairie qui leur est consacré, je vous invite à le lire, mais c'est vrai qu'entre eux il y a cette petite relation-là, même si on apprend que Valérian en fait a offert sa miséricordia, parce que dedans il y a une sorte de balise GPS qui permet de savoir si Aléa est en danger ou pas, ou savoir ce qu'elle fait. Donc faites attention quand vous avez un petit bijou comme ça donné par un ami qui vous veut du bien, peut-être que c'est juste pour vous surveiller. Voilà, pas bien Valérian. Voilà, bah, écoutez, on est arrivé au bout. Je vais pas vous faire sans doute de review ou alors peut-être vraiment une petite rapide si vous avez envie au niveau des règles, parce que forcément il y en a qui font ça mieux que moi, je l'avoue. Donc moi je me concentre sur ce que je sais faire le mieux et le fluff, j'avoue que quand ça me passionne. Et là, comme je vous ai dit, vraiment le côté politique, machination politique, fonctionnement interne de l'Imperium, c'est quelque chose que je trouve très rafraîchissant et qui change de l'Éternel. Franchement, moi l'Éternel, il se releva malgré les 10 000 blessures et ses 8 cœurs perforés, typiquement Marnus Calgar qui se relève. Rappelez-vous, Marnus Calgar doit mourir. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous dans une prochaine vidéo avec plus de fluff en 2022, je vous l'ai promis. Allez, à bientôt. Salut à tous.